Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux tests, le test T et le test de Wilcoxon dans leur version non appariée. La dernière fois, je vous avais présenté ces mêmes tests dans leur version appariée, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si la différence entre les deux versions n'est toujours pas très claire pour vous. Vous allez voir que les mécanismes sont très semblables entre ce qu'on a vu la dernière fois et ce qu'on va voir ici, donc je vais me permettre aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite dans mes explications. Le test T non apparié s'applique lorsqu'on a deux séries de données quantitatives, non appariées, pour lesquelles on se demande s'il y a une différence entre les variables. Après avoir effectué un test de Shapiro-Wilk et un test d'homocédasticité de Fisher, donc si on conclut que pour les variables observées, les deux variables suivent une loi normale et les variances sont égales, on pourra appliquer ce test. Si à l'une ou l'autre des questions la réponse est non, alors on appliquera le test de Wilcoxon non apparié, celui qu'on verra dans un instant. Le but du test non apparié est de vérifier si les deux moyennes des variables aléatoires sont égales. Ce qu'on a à disposition, ce sont deux échantillons qu'on va appeler x1 et x2, d'effectifs respectifs n1 et n2. Je vais noter comme d'habitude, comme ceci les moyennes empiriques, comme ceci les moyennes d'échantillons et comme cela les variances d'échantillons. L'hypothèse nulle est donc que les moyennes des variables aléatoires sont égales, donc m1 égale m2, et l'hypothèse alternative, ça dépend si on fait un test bilatéral ou bien un test unilatéral. Et je répète, savoir si on fait l'un ou l'autre, ça dépend entièrement du contexte biologique. La formule à regarder, la statistique de test, c'est cette formule-là, à appliquer aux données. Donc dedans, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, ce sont les moyennes d'échantillons, les variances d'échantillons et puis les effectifs d'échantillons. Si les échantillons ont même taille, ce qui peut arriver bien sûr, hein, même si les échantillons ne sont pas appariés, il peut arriver qu'on ait la même taille pour chacun des deux échantillons. Eh bien la formule ici se simplifie parce que n1 égale n2 et vous allez tomber sur cette formule. Donc il faut regarder cette grandeur, il faut la comparer à une grandeur critique qui va, en fonction de la latéralité du test, être soit le quantile d'ordre 1 alpha sur 2, ou bien le quantile d'ordre 1 alpha. Dans les deux cas, de la loi de Student à n1 plus n2 moins 2 degrés de liberté. Donc il faut additionner les deux effectifs, soustraire 2, et ça vous donne le degré de liberté de la loi à regarder. Comme pour les autres tests précédents, il faut bien préciser, si vous utilisez un logiciel, quelle est l'hypothèse alternative que vous utilisez, donc quelle est la latéralité du test que vous faites. Voyons ce que ça donne sur un exemple. Si on veut savoir si le rendement céréal du champ B est meilleur que le rendement du champ A, où les rendements sont donnés par ce tableau-là. Ici, on voit que les échantillons ne sont pas de même taille, donc clairement, ça ne peut pas être des données appariées. De plus, on ne vous parle pas du tout de toute forme de paire ou d'association entre les mesures faites dans le champ A et dans le champ B. Donc on a vraiment deux échantillons non appariés. On a appliqué au préalable 2 fois le test de Shapiro-Wilk, qui nous a permis de conclure que chacune des deux variables suit la normale. On a également fait un test d'homocédasticité de Fisher qui a conclu que les variances des deux variables sont égales. On peut donc appliquer le test T non apparié. L'hypothèse nulle, c'est que les deux rendements moyens sont égaux, et l'hypothèse alternative, c'est que le rendement moyen du champ B est meilleur que le rendement moyen du champ A. On applique la formule aux données, donc je vous invite à vérifier que vous tombez bien sur cette quantité-là. Et ce 1,513 est à comparer au quantile d'ordre 1 alpha, puisqu'ici on fait un test unilatéral, donc le quantile c'est le quantile d'ordre 1 alpha, donc 0,95 si on prend alpha égale 5%, de la loi de Student à n1 plus n2 moins 2, qui fait 20 degrés de liberté. Je répète, n1 et n2, c'est le nombre de données qu'on a sur le champ A et sur le champ B. Si vous allez voir la table de la loi de Student, vous verrez que ce quantile, c'est 1,725. Donc, on est en dessous du seuil critique, donc on ne rejette pas H0 au seuil 5%. La conclusion en français est donc que le rendement en céréales du champ B n'est pas significativement meilleur que celui du champ A. Si on avait un logiciel à disposition, par exemple le logiciel R, on aurait appliqué ce type de commande qui nous aurait donné la p-valeur. Ici, la p-valeur est plus grande que le seuil
qu'on s'est fixé de 5%. Donc, même conclusion, on ne rejette pas à 0 au seuil 5%. Dans le cas à nouveau de deux séries de données quantitatives non appariées, si vous avez conclu soit que l'une des deux variables ne suit pas une loi normale, ou bien qu'elles suivent toutes les deux une loi normale mais que les variances ne sont pas égales, alors vous êtes amené à appliquer le test de Wilcoxon non apparié. Vous n'avez pas le choix. En revanche, sachez qu'il est possible, dans ce cas de figure ici, d'appliquer le test de Wilcoxon. Il est applicable de manière générale, mais dans le cas où vous avez les variances égales et les deux variables qui suivent une loi normale, le test de Wilcoxon est moins adapté que le test T. Donc dans ce cas-là, vous avez le choix. Ici, vous ne l'avez pas. Donc le but est similaire au test T non apparié, sauf qu'on va être amené à simplement vérifier si les variables aléatoires ont même médiane et non plus même moyenne, parce que c'est un test moins fin. On va supposer par confort que ce qu'on appelle la première série de données X1, c'est celle qui a le plus petit effectif, N1. Et on va appeler R11 jusqu'à R1N1 les rangs des valeurs de ce premier échantillon lorsqu'on a mis tout ensemble toutes les données des deux échantillons. Donc vous avez en tout N1 plus N2 valeurs arrangées dans un ordre croissant, et là-dedans vous allez garder trace des rangs des valeurs du premier échantillon et également des rangs des valeurs du second échantillon. Et comme d'habitude, quand vous avez des ex-aequo, on va attribuer le rang moyen. L'hypothèse nulle de ce test, c'est que les médianes sont égales. Et l'hypothèse alternative, puisqu'ici je vais aller à la simplicité et ne présenter que la version bilatérale, ça va être que les médianes sont différentes. Alors sachez que ce test est parfois appelé dans certains manuels ou certains cours le test de Mann-Whitney, mais c'est la même chose. Si le plus petit effectif est plus petit que 10, la statistique à regarder, c'est la somme des rangs du premier échantillon moins cette quantité-là, ou bien la somme des rangs du deuxième échantillon moins cette quantité-là. Et en fait, vous allez prendre le minimum des deux. Vous faites les deux calculs et vous gardez la plus petite des deux. En revanche, si la taille du plus petit échantillon est plus grande que 10, vous allez regarder ceci. Donc vous reconnaissez ici la somme des rangs, moins, et puis là ce sont des quantités qui font intervenir les tailles d'échantillons. Et donc en fonction de la taille de N1, c'est soit ce test que vous appliquez. Si c'est ceci, le seuil critique est donné à la page suivante. Je vais vous la montrer. Et si vous êtes dans le cas où N1 est plus grand que 10, ce que vous allez regarder, c'est la valeur absolue de ceci et la comparer au quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 de la loi normale centrée réduite. Et donc voilà, ici vous avez les quantiles pour le test de Wilcoxon non apparié. Dans le cas où vous avez le plus petit échantillon qui est d'une taille plus petite que 10, les quantiles pour le niveau alpha égale 5% sont donnés ici. Vous voyez qu'ils dépendent de N1 et de N2. Ici, sans surprise, ces cases sont vides parce qu'on a justement supposé que N1 était plus petit que N2. Donc on ne va pas avoir N1 égale 6 et N2 égale 5. Et puis ça s'arrête à N1 égale 10 puisque pour N1 strictement plus grand que 10, ce n'est plus ce test-là que vous regardez. Enfin, ce n'est plus cette formule-là, mais c'est celle-ci. D'accord ? Alors, sur un exemple numérique, donc même type de question, sauf qu'ici, j'ai choisi des données telles qu'il y a au moins une des deux variables aléatoires qui ne suit pas une loi normale. En l'occurrence, c'est celle rendement du champ A. Ça se voit ici même graphiquement, parce que vous voyez que c'est pas du tout symétrique par rapport à la médiane, donc il y a peu de chances que ce soit une loi normale. Donc on a vérifié par un test de Shapiro-Wilk, celle-ci ne suit pas une loi normale, donc on va appliquer le test de Wilcoxon non apparié. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est ranger par ordre croissant toutes les données confondues des deux colonnes, donc des deux séries de données. Donc on prend tout ça et on les range par ordre croissant, en gardant bien trace de qui appartient au champ A et qui appartient au champ B. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et puis on attribue les rangs. Donc comme d'habitude, ici on a deux ex-aequo, donc le rang attribué c'est 1,5, là c'est le rang 4, etc. Hypothèse nulle, c'est que les médianes sont égales. Alternative, c'est que les médianes sont différentes. Cet échantillon est de taille 10, celui-ci est de taille 11, donc on est bien dans le cas où on va devoir appliquer cette formule. Donc on somme tous les rangs du champ A, moins 10 fois 11 sur 2, et ici on
somme tous les rangs du champ B moins 11 fois 12 sur 2. Somme des rangs du premier échantillon, ça veut dire que ce qu'on somme, c'est ces rangs-là, 1,5, 1,5, etc. jusqu'à 6,5, puis on continue, plus 13,5, etc. Et pour le champ B, on va sommer 9 plus 9 plus 9 plus 11 plus 12, etc. On obtient deux valeurs, 25 et 85, et on garde le minimum, c'est 25. Ce 25 est à comparer à la valeur critique donnée par le tableau précédent, ici, qui est pour N1 égale 10 et N2 égale 11, 26. Donc, notre valeur observée est plus petite que le seuil critique, donc on va rejeter H0 au seuil 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les rendements en céréales des champs A et B sont significativement différents. Les médianes sont significativement différentes. La deuxième méthode qui consiste à regarder la p-valeur et à la comparer avec le seuil alpha de 5% n'est ici pas applicable avec le logiciel R, puisque ce logiciel ne calcule pas la p-valeur dès qu'il y a des rangs ex aequo.